Si vous avez déjà exploré l'Internet animalier, vous avez sûrement vu cette vidéo bouleversante d'un lion semblant creuser sa propre tombe avant de s'effondrer, très maigre et épuisé. Le roi de la jungle ou de la savane a suscité un énorme débat en ligne, les gens essayant de comprendre ce qui se passait réellement. Certains pensaient qu'il voulait se rafraîchir en creusant, d'autres croyaient qu'il creusait sa propre tombe. Tel un ultime acte de dignité d'une créature jadis fière. La vérité, bien que déchirante et brutale, renforce pourquoi le lion est roi de la jungle. Un titre gagné non seulement grâce à sa puissance et à sa prestance, mais aussi à cause de la réalité terrifiante avec laquelle il doit vivre. Voici la chute méconnue d'un roi autrefois sans égal, le lion d'Afrique. Panthera leo, plus communément appelé le lion d'Afrique ou simplement lion, est le deuxième plus grand félin sauvage du monde, juste après le tigre. Ces grands félins sont originaires de l'Afrique subsaharienne, avec une petite population isolée qui survit encore dans certaines régions de l'Inde. Ils vivent en groupes dispersés sur leur territoire, restant surtout dans les plaines herbeuses, savanes et zones proches des rivières, avec quelques arbres et de la végétation. Cela leur offre à la fois beaucoup de proies et juste assez de couverture pour rester en bonne santé quand c'est nécessaire. Non seulement adaptées aux plaines, ces grosses bêtes sont en réalité bien plus adaptables qu'on ne le pense. Ils peuvent très bien survivre à des altitudes extrêmes, même jusqu'à 3600 mètres. Ils sont suffisamment robustes pour endurer une chaleur torride, des nuits glaciales et presque tout ce que la nature leur impose. De retour sur son territoire, cette lionne vient de mettre bas un petit, loin du bruit et du chaos de sa troupe. Né aveugle et couvert d'une épaisse fourrure tachetée de marques sombres, le minuscule lionceau arrive au monde sans ressembler en rien à la puissante créature qu'il était destiné à devenir. En grandissant, non seulement cette fourrure va commencer à s'affiner et les taches à s'estomper, mais ce qui suivra déclenchera un cycle de vie si brut et implacable qu'il entraînera le futur roi à travers une chute, une ascension, puis une nouvelle chute. Chacune de ces étapes est gravée dans la bataille de sang, de pouvoir et de férocité, inégalée nulle part ailleurs dans le règne animal. Le tout premier défi auquel un lion est confronté, c'est de survivre à sa propre enfance. Pendant les 2 premières années, les lionceaux vivent sous la protection de leur mère. Mais ce n'est pas vraiment une bulle de sécurité. Tandis que les petits apprennent à chasser et à utiliser leurs instincts, leur mère les laisse souvent seuls toute la journée pour traquer des proies dans la savane. Alors, sans aucune protection, un petit lionceau vulnérable au milieu de nulle part se retrouve immédiatement entouré de dangers. En conséquence, environ 80% des lionceaux n'atteignent même pas l'âge adulte. Ils sont soit attrapés par des prédateurs, soit meurent de faim en attendant le retour de leur mère. Mais pire encore, parfois les mâles plus âgés, surtout ceux qui viennent de prendre le contrôle d'une troupe, tuent les lionceaux qui ne sont pas les leurs. C'est pour que les mères sortent plus vite du maternage, s'accouplent et transmettent leurs gènes. Au lieu de cela, ce groupe de 5 lions mâles a formé ce qu'on appelle une coalition, connue sous le nom des Birmingham Boys. Et ils ont pris le contrôle d'une troupe qui était à l'origine dirigée par un duo de mâles appelés les Matimba Males. Peu de temps après avoir pris le contrôle, tous les lionceaux de moins d'1 an auraient été éliminés par la coalition de Birmingham. Maintenant, disons qu'un lionceau survit à tout cela, ou a la chance de naître sous le règne du nouveau mâle dominant. Cela ne garantit toujours pas grand-chose car, avant même d'atteindre l'âge de 3 ans, ils sont généralement chassés de la troupe, la plupart du temps par leur propre père. Et ce qui vient ensuite est sans doute le chapitre le plus dur de la vie d'un lion, l'exil. Presque aussitôt qu'il se retrouve seul, un lion solitaire rencontre de sérieux problèmes pour chasser suffisamment et se nourrir. Même s'il a déjà acquis certaines compétences à ce stade, un lion qui chasse seul n'a pas beaucoup de chance. En groupe. Les lions réussissent généralement environ 30% du temps lorsqu'ils tentent une mise à mort, mais lorsqu'un lion est seul, ce chiffre tombe entre 17 et 19%. La principale raison à cela est que les lions ne sont pas vraiment faits pour l'endurance, contrairement à certains autres grands félins. Leur cœur pèse seulement 0,4 à 0,5% de leur poids.
Ils possèdent des fibres musculaires à contraction rapide, parfaites pour de brèves poussées d'énergie. Mais cette énergie s'épuise tout aussi rapidement. Donc même s'ils peuvent atteindre des vitesses allant jusqu'à 60 km/h, il ne leur faut que quelques secondes avant que cette poussée ne disparaisse. Et quand la plupart de tes proies peuvent te distancer ou se défendre tout aussi violemment, cela devient un combat difficile à gagner. Un gnou par exemple peut atteindre plus de 79 km/h et un buffle d'Afrique n'est pas seulement rapide, il peut charger de front et aplatir un lion, surtout lorsqu'il est soutenu par le reste du troupeau. Ainsi, de nombreux lions solitaires se nourrissent de charognes ou volent la nourriture d'autres prédateurs. Quand ils chassent, ils visent généralement des proies plus faciles, comme les phacochères. Ce n'est pas une victoire assurée, mais la vitesse d'un phacochère reste gérable. Et si le lion a de la chance, il pourrait bien en sortir un de son terrier. Mais cette phase de survie, où l'on tient à peine, ne dure pas éternellement. Très vite, la férocité prend le dessus. À l'âge d'environ 5 ans, un lion d'Afrique adulte est devenu une bête musclée à la poitrine large, avec la puissance inscrite dans chaque fibre de son corps. À ce stade, environ 59% de son poids est constitué de muscles squelettiques, le taux le plus élevé parmi tous les mammifères, lui conférant une force brute et explosive tout simplement inégalée. Un mâle adulte peut atteindre jusqu'à 30 mètres de la tête à la queue et peser environ 225 kg. Les femelles suivent de près, atteignant 2,7 mètres et environ 143 kg. Et dans de rares cas extraordinaires, ces chiffres peuvent être encore plus élevés. Comme le lion le plus lourd jamais enregistré en Afrique en 1936 qui a atteint un poids impressionnant de 313 kg. Ajoutez à cela un arsenal d'armes naturelles, des griffes acérées comme des rasoirs mesurant 38 cm et une force de morsure écrasante pouvant atteindre jusqu'à 70 bars. Et vous avez un prédateur qui s'impose fermement au sommet des Big Five d'Afrique dès qu'il atteint sa taille et sa force maximale. La première chose à laquelle ce géant africain aspire, c'est de reprendre son trône légitime. Parfois seul, parfois en s'associant dans une coalition avec d'autres mâles exilés. Ces puissants félins lancent des attaques calculées contre des clans dirigés par des lions plus âgés, les défiant pour le territoire, la domination et le droit de diriger. Ces affrontements comptent parmi les confrontations les plus violentes de tout le règne animal pour un lion plus âgé. C'est une bataille pour défendre son royaume, une dernière résistance pour protéger tout ce qu'il a dirigé face à une coalition qui revient. Il ne s'agit pas seulement de prendre le pouvoir, il s'agit de reprendre le trône et de régler ses comptes pour l'exil brutal. Ils y ont été forcés. Aucun camp ne se bat pour reculer, et ils ne sont pas là non plus pour s'effrayer mutuellement. Ils se battent pour tuer chaque rival, mâle ou mourir en essayant. Ces guerres sanglantes durent parfois des heures, débutant par une traque intense, des rugissements, des poursuites soudaines et des manœuvres pour piéger l'adversaire. Mais elles se terminent toujours de la même façon. Dans une frénésie sauvage de violence, où les lions s'entre-déchirent, lacérant et déchirant la chair comme des machines déchaînées. Ces deux jeunes lions ont réussi à coincer le mâle plus âgé et à le séparer du reste de la troupe. Ce qui a suivi a été décrit par les témoins comme une bataille titanesque où, dans un affrontement sauvage, long et sanglant, le lion vieillissant a été brutalement déchiré. Lorsque tout fut terminé, les vainqueurs comme la victime étaient couverts de sang et les jeunes prétendants avaient repris possession de la troupe. 4 jeunes lions ont envahi le territoire rival, dans le parc national de Nakuru, au Kenya, pour tenter de prendre le contrôle d'une troupe dominée par 3 mâles plus âgés et expérimentés. Malgré de nombreux affrontements, poursuites et tentatives d'encerclement, rien ne s'est passé comme prévu pour les plus jeunes. 3 des 4 intrus ont fini par s'enfuir, laissant l'un d'entre eux derrière, piégé en territoire ennemi. Alors que la poursuite se terminait, le jeune lion solitaire s'est retrouvé acculé près de la clôture du parc. Il a tenté une fuite désespérée, se faufilant à travers la clôture électrique et se prenant une décharge au passage. Mais il ne s'est pas laissé abattre par les lions adultes. En cas de réussite, cependant, la brutalité du retour d'un lion dans une troupe ne s'arrête pas simplement à tuer les mâles dominants. Les lions revenus traitent les nouveaux comme ils l'ont été lors de leur expulsion.
La plupart des lionceaux sont massacrés lors de luttes féroces avec leurs mères, qui se défendent mais gagnent rarement. Les rares survivants sont exilés ou relégués en bas de la hiérarchie de la troupe, laissés à vivre de reste et privés de toute véritable place dans le groupe. Dès que les lionceaux sont tués et que les femelles cessent d'allaiter, les nouveaux mâles dominants ne perdent pas de temps à passer à l'action. Une fois que la femelle est en chaleur, plusieurs mâles dominants de la troupe s'accouplent tour à tour avec elle toutes les 20 à 30 minutes pendant des jours, totalisant plus de 50 accouplements toutes les 24 heures, ce qui n'est qu'à 7 de moins que le record établi par ta mère. Fait étrange, tout ce comportement d'accouplement hyperactif a beaucoup à voir avec la crinière. Un lion adulte développe cette crinière épaisse qui retombe vers l'arrière, autour de sa tête, de son cou et de ses épaules. C'est l'un des rares traits qui distinguent vraiment les lions des autres grands félins. Elles poussent dès leur jeunesse. Mais lorsque la testostérone entre en jeu, le volume et l'épaisseur de ces poils majestueux augmentent aussi. Une crinière spectaculaire attire davantage l'attention. Les mâles avec des crinières plus foncées et plus fournies ont tendance à avoir plus de succès reproductif, à rester plus longtemps dans une troupe, et ce sont généralement ceux que les femelles choisissent. A l'inverse, les mâles blessés ou castrés perdent souvent leur crinière et n'en développent jamais vraiment une au départ. Mais la testostérone n'est pas la seule à influencer la crinière d'un lion. La température joue un rôle. Les mâles des climats frais, comme dans les zoos européens ou nord-américains, ont souvent des crinières plus épaisses que les lions exposés à la chaleur d'Afrique ou d'Asie. De plus, dans le parc national de la Pendjari en Afrique de l'Ouest, plusieurs mâles n'ont pas de crinière ou en ont une très courte, malgré une testostérone normale et aucune difficulté à suivre leurs femelles, alors que leur rituel d'accouplement touche à sa fin. Le pénis du lion d'Afrique, avec ses épines pointant vers l'arrière, frotte contre les parois du canal vaginal de la femelle lors du retrait, ce qui provoque finalement l'ovulation. Et même si c'est une épreuve totalement brute, guidée par l'instinct et assez intense, ce à quoi on pourrait s'attendre de la part des lions, les mâles et les femelles ajoutent à tout de même quelques frottements de tête et roulades, comme s'ils essayaient de faire passer ça pour un moment de profonde connexion émotionnelle. Mais ce qu'on n'attend pas vraiment chez un lion, c'est un comportement homosexuel. Près de 8% des accouplements de lions dans la nature concernent des individus du même sexe. Cela se produit généralement lorsque des mâles sont chassés d'une troupe et finissent par former des coalitions avec d'autres lions exilés. Une bonne partie de ces lions ne parviennent jamais à réintégrer une troupe, ce qui signifie pas de femelles et pas de choix non plus. Alors ils prennent ce qu'ils peuvent et finissent par se satisfaire mutuellement. Mais ce n'est pas seulement pour ça. Ces rencontres servent aussi à renforcer la loyauté et à maintenir l'unité du groupe. Parce que sans ça, il ne faudrait pas grand-chose pour que toute la coalition se transforme en lutte de pouvoir les uns contre les autres. En plus de ça, on a aussi vu des lions dominants dans une troupe ou une coalition monter des lions de rang inférieur, parfois simplement pour renforcer leur contrôle et maintenir l'ordre. Certains experts estiment que ce comportement n'est pas toujours lié à la gratification sexuelle, ou pas seulement. Dans de nombreux cas, il s'agit probablement simplement d'une autre forme de lien social, et on a aussi observé des femelles le faire. En dehors de tous les avantages sexuels et d'un sentiment de domination accru, être le chef d'une troupe s'accompagne de quelques autres luxes durement acquis. Pendant ces années de gloire, les lions mâles adultes, par exemple, passent environ 20 heures par jour à ne rien faire du tout, simplement à dormir. Sur les 4 heures restantes, environ 2 servent à patrouiller calmement le territoire, marchant comme s'ils dirigeaient un royaume pour éviter toute intrusion rivale. Le reste du temps est dédié à la toilette, aux interactions dans un groupe pouvant atteindre 30 lions et à manger comme des rois. Comparé à la lionne, la charge de travail paraît soudain différente. Les femelles sont là-bas, protégeant leurs petits, chassant des proies et ramenant de la nourriture pour toute la troupe. Tout cela en réussissant quand même à dormir environ 15 heures par jour, ce qui reste une sacrée performance en multitâche, surtout quand on voit que les mâles ronflent toujours. Comme les lions sont principalement des prédateurs nocturnes qui chassent à l'affût, la plupart des chasses ont lieu la nuit. Mais s'ils chassent que pendant la journée, c'est généralement à l'abri des arbres ou dans les hautes herbes. Lors d'une chasse de groupe typique, chaque lionne a un rôle bien défini.
Certaines prennent ce qu'on appelle l'aile et s'approchent en traquant depuis les côtés, tandis que d'autres restent près du centre, prêtes à attraper tout ce qui s'enfuit dans leur direction. Ces rôles de chasse renforcent le groupe sous tous les angles et limitent les chances de survie de la proie. Le gnu s'est enfui en panique en voyant une lionne approcher, provoquant une courte poursuite féroce peu après. On dirait que le gnu pourrait vraiment s'échapper, mettant de la distance entre lui et la lionne solitaire. Mais soudain, l'antilope affolée effectue un virage brusque et désespéré alors qu'une deuxième lionne surgit des buissons. Ce changement soudain brise l'élan du gnu, et d'un coup brutal de sa patte avant, la deuxième lionne le plaque au sol, transformant une chasse en solo ratée en une mise à terre d'équipe réussie. Une fois la proie au sol, la partie la plus fascinante commence. Ce félin féroce plante ses crocs directement dans la gorge ou le museau et tient bon jusqu'à 13 minutes jusqu'à ce que la lutte cesse. Alors que les femelles chassent principalement, il arrive qu'un mâle participe aussi. Lorsqu'il le fait honnêtement, le groupe reste tout aussi efficace. En fait, une fois qu'un mâle dominant acquiert de l'expérience, il devient aussi meilleur à la chasse en solo, surtout si on compare à ses débuts maladroits juste après son exil. Ce couple de lions et de lionnes a réussi à isoler un buffle d'Afrique du troupeau et le spectacle commence. La lionne contourne, poussant le buffle, tandis que le mâle passe derrière. Il s'élance pour l'attraper, le fait tomber et le maintient longtemps, le bloquant sur place jusqu'à ce que le gros buffle finisse par suffoquer. Sous son poids, le duo a fait tomber assez de nourriture pour nourrir toute leur troupe plusieurs jours. La plupart du temps, une fois la proie abattue, tout le groupe arrive et commence à la déchiqueter directement sur place. Parfois, ces prédateurs furtifs traînent la carcasse à l'abri pour s'en nourrir lentement. Au cours de plusieurs jours, un lion adulte a besoin d'environ 8 à 9 kg de viande par jour juste pour rester en forme. Lorsque les proies sont nombreuses et la vie agréable, ces félins oublient la modération et peuvent être consommés jusqu'à 45 kg en un repas. Ils font de courtes pauses, puis reviennent jusqu'à ce que la carcasse soit entièrement dévorée. Lors de ces festins intenses, les mâles se battent souvent pour les meilleurs morceaux. Et les petits prennent ce qu'il reste, s'il en reste quelque chose. Si la proie c'est trop petite, les petits se contentent parfois d'observer la scène. Mais pour cette troupe de lions, la faim change un peu les choses. Ils poursuivent une immense girafe depuis un bon moment maintenant. Et à ce stade, les deux camps sont complètement épuisés. Mais au lieu de laisser partir ce qui pourrait nourrir toute la troupe pendant une semaine, les lions haletants et épuisés choisissent de se reposer à proximité. Ils savent que la girafe n'est pas en état de s'échapper, ses jambes tremblent, elle tient à peine debout, alors ils attendent calmement, simplement assis, reprenant leur souffle, essayant de rassembler assez de force pour terminer ce qu'ils ont commencé. Et juste au moment où l'on croit que la pause est terminée, l'un d'eux se relève et retourne à l'attaque, grimpant sur le dos de la girafe, la griffant et la mordant encore et encore. Le reste de la troupe rejoint l'action et encercle leur proie qui s'effondre. Alors que la chasse touche enfin à sa fin, la girafe donne des coups de pied et piétine, essayant de les faire tomber, mais il est évident que cela ne mènera nulle part. Et puis, d'un dernier bond, un lion fonce droit sur le cou. Le timing n'est pas parfait, mais cela n'a pas d'importance. Les jambes de la girafe finissent par céder et elle s'effondre, laissant les lions terminer sans grande résistance, hormis celle habituelle de leur proie. Une partie du régime alimentaire d'un lion provient parfois de l'élimination et de la consommation de ses concurrents. Vivant dans la nature africaine et membre des 5 grands prédateurs, ces puissants félins dominent, dans un monde de rivaux coriaces. L'une des concurrentes les plus agressives est la hyène. Les lions tuent souvent les hyènes et leur volent leur proie, mais ce n'est pas toujours à sens unique. Ces carnivores féroces vivent en grands clans et n'hésitent pas à affronter un lion. Et quand ils sont en supériorité numérique, ils peuvent infliger de sérieux dégâts. Parfois, ils peuvent même tuer un lion. Les guépards, quant à eux, apparaissent aussi parfois dans le mélange, surtout lorsque les terrains de chasse se chevauchent. Mais le plus souvent, le lion étant presque 4 fois plus gros qu'un guépard, répond d'une manière froide et brutale qui ne laisse aucun doute sur qui est vraiment le maître. Ce lion mâle massif avait discrètement traqué un groupe de 3 guépards qui étaient occupés à forcer une femelle à s'accoupler.
D'habitude, dès qu'un lion arrive, les guépards fuient aussitôt. Mais cette fois, un mâle rempli de testostérone a fait l'inverse. Il a frappé le sol, avertissant le lion de reculer. Le grand félin a pris ce défi à cœur et a poursuivi sa traque à travers la plaine. Et lorsque le trio a finalement attrapé la femelle qu'il poursuivait, ils se sont affairés à la forcer. Le lion a foncé droit à travers les buissons où il se trouvait et ce qui a suivi a été un rappel brutal de l'impitoyabilité de ces affrontements sauvages. Les 3 guépards se sont enfuis de la scène, et quelques secondes plus tard, le lion est sorti des buissons avec la femelle guépard, pendue mollement entre ses mâchoires, tuée sans autre raison que d'avoir été prise entre 2 feux. En dehors des guépards et des hyènes, les lycaons, les rhinocéros, les éléphants, les crocodiles, et ainsi de suite. Le roi de la jungle affronte tout prédateur menaçant son territoire ou sa nourriture et en sort généralement vainqueur. Les humains sont leur rival le plus féroce et implacable depuis le XVIIIe siècle. Nous avons gardé les lions enfermés dans des cages, les avons exposés dans des expositions et les avons dressés pour qu'ils se produisent dans des cirques, tout cela pour le simple divertissement. D'après plusieurs rapports, plus d'1 millier de lions d'Afrique sont détenus dans des zoos dans le monde, exposés au public comme des objets. Bien que de nombreuses études aient prouvé que la captivité n'est ni physiquement ni mentalement adaptée à ces animaux sauvages, la domination humaine ne s'arrête pas là. Pendant des siècles, les lions ont été tués par les hommes pour des trophées, des rituels ou simplement par peur, et dans l'Antiquité, ils étaient agardés par les rois et les empereurs pour des chasses royales, des combats de gladiateurs et même comme instrument d'exécution pour les criminels. Dans certaines tribus africaines, tuer un lion marque encore un rite de passage à l'âge adulte. Au XIXe siècle, durant la colonisation européenne de l'Afrique, les lions étaient vus comme nuisibles. Leur abattage était encouragé et leur peau était vendue pour aussi peu qu'1 livre chacune. En juillet 2015, le chasseur de trophées américain Walter Palmer a tué Cecil, un lion protégé et étudié par l'université d'Oxford dans le parc national de Hwange, Zimbabwe. L'incident a provoqué l'indignation mondiale et mis en lumière le côté sombre de la chasse aux trophées. Mais malgré tout cela, environ 600 lions sont encore légalement tués chaque année par des chasseurs de trophées. Rien que cela représente environ 2% de leur population totale qui est anéantie chaque année. Avec un permis et un sourire, entre cette soi-disant chasse légale, la destruction progressive de leurs habitats naturels et les épidémies. La population mondiale de lions est passée de plus de 200, 0 individus, à seulement 24, 0 en moins d'1 siècle. Et c'est pourquoi aujourd'hui ils sont officiellement classés comme vulnérables sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature des espèces menacées. Cependant, à l'inverse, le fait que les lions dirigent leur fureur contre les humains dresse un tableau tout aussi sombre, voire pire. En Afrique, les lions attaquent de plus de 700 personnes par an, dont au moins 100 meurent. Ils pénètrent discrètement dans les villages voisins pour chercher de la nourriture et tuent parfois des éleveurs ou des familles surprises. Non seulement cela, mais certains lions sont même devenus, avec le temps, de véritables mangeurs d'hommes. L'un des exemples les plus glaçants remonte à 1898 lorsque 2 lions au Kenya, plus tard connus sous le nom de lions de Tsavo, ou même surnommés le fantôme et les ténèbres par certains autochtones. Les ouvriers, lors de la construction du chemin de fer Ouganda-Mombasa, sont devenus tristement célèbres pour avoir tué et dévoré plus de 130 travailleurs du chemin de fer en l'espace de 9 mois. Leur règne de terreur demeure l'une des histoires de mangeurs d'hommes les plus effrayantes. Un autre cas est celui du mangeur d'hommes de Mfue, un lion responsable de 6 morts. Ce qui le rendait remarquable, c'était autant le nombre de victimes que sa taille impressionnante. Mesurant près de 3 mètres de long, atteignant 1,20 mètres de hauteur à l'épaule et pesant environ 227 kg, il détient toujours le record du plus grand lion mangeur d'hommes jamais documenté. Ce comportement de mangeur d'hommes est généralement dû à une blessure. Lorsqu'un lion est trop faible ou blessé pour poursuivre ses proies habituelles, il se tourne souvent vers quelque chose de plus lent, de plus facile, et malheureusement, cela signifie souvent des humains. Dans certains cas, si ce n'est pas une blessure, c'est le désespoir.
Une pénurie de proies ou le déclin dû à l'âge poussent aussi les lions à chasser des cibles plus faciles, provoquant des rencontres fatales avec des personnes. En parlant de vieillesse, une fois que le lion commence à vieillir, ses jours de gloire dans la troupe s'estompent tout aussi rapidement. Ce ne sont pas seulement les mâles rivaux des coalitions voisines qui le voient tant comme une cible pour étendre leur territoire, mais aussi les lions exilés qu'il avait chassés et qui reviennent ensemble. Parfois même les lionnes de son groupe se retournent contre lui si elles ne le jugent plus assez fort pour diriger. En 2018, au parc safari de West Midlands en Angleterre, des spectateurs horrifiés ont vu une troupe de lionnes se retourner soudainement. Leur mâle dominant, vieillissant, l'attaquant si violemment que les responsables du parc ont dû intervenir immédiatement pour les empêcher de le déchiqueter. Peu importe combien de temps il a tenu ou à quel point il a été fort autrefois, chaque lion dominant finit par perdre sa couronne. Qu'il s'agisse d'une coalition rivale ou d'un exilé revenu, l'histoire reste presque toujours la même. Il est soit tué lors de la prise de pouvoir, soit chassé et isolé, répétant le même cycle qu'il avait lui-même commencé lorsqu'il est monté au pouvoir et qu'il a été exilé autrefois. On revient à la case départ, mais c'est encore plus difficile. Voler des proies aux charognards n'est plus aussi simple, et même pour chasser les phacochères, qui étaient autrefois des cibles faciles, commence à ressembler à un combat difficile. C'est alors que des images comme celle-ci circulent en ligne. Ce qui ressemble à un lion en train de creuser sa propre tombe avant d'y tomber, en réalité c'est un vieux lion affamé. Il griffe le sol pour sortir un phacochère de son trou et le tuer. Selon les témoignages, le grand félin a creusé ce trou pendant près de 7 heures pour attraper une seule proie. Une proie qui aurait pu survivre quelques jours de plus au mieux, et rien ne garantit qu'il aurait eu encore autant de chance. Malgré toute leur puissance et leur prestance, le roi de la jungle dépasse rarement 13 ou 14 ans à l'état sauvage. Et ça, c'est si tout se passe bien. Ouais, ce n'est pas vraiment un traitement royal, n'est-ce pas ? L'une des histoires les plus captivantes de l'ascension d'un lion vers la domination, suivie d'une chute tout aussi légendaire, est celle de Scarface. Scarface a accédé au pouvoir en formant une coalition de 4 lions, les mousquetaires. Et ensemble, ils ont pris le contrôle de la troupe du Marais, qui était l'une des plus puissantes de la savane. C'est lors de l'une de ces batailles sanglantes pour le contrôle qu'il a reçu une entaille brutale au visage. La cicatrice n'a jamais disparu, et son nom non plus. Au cours de 14 années de lutte acharnée, Balafré a terrassé plus de 400 hyènes, affronté plus de 130 lions rivaux, s'est battu avec des hippopotames et a chassé des crocodiles de ses eaux. Et après avoir vécu comme un roi et régné comme une légende, Balafré est mort naturellement en juin 2021 sans jamais avoir été détrôné. Maintenant, dites-nous, qu'est-ce qui fait réellement d'un lion un roi ? Son ascension vers le trône ou sa lente et brutale chute dans la poussière ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires et, comme toujours, on se retrouve dans la prochaine vidéo.